Bonjour à tous, ceci est Historia Universalis, l'émission qui parle d'histoire politique. Souvenez-vous, à l'orée du VIe siècle, Athènes connaît une grave crise sociale. Elle est gouvernée par un régime aristocratique de plus en plus excessif que Solon a tenté de réformer, lui donnant des institutions équilibrées. En ouvrant un peu le pouvoir aux classes moyennes, cette réforme pourrait créer un édifice stable, mais l'aristocratie continue de combattre tout changement. Solon ayant choisi de quitter la cité, un de ses proches va se dresser contre les aristocrates. Prenant le parti des classes populaires, Pisistrate va affronter pendant presque 30 ans ces derniers, jusqu'à se proclamer tyran, et devenir un autre père involontaire de la démocratie. Un tyran, du grec ancien tyrannos, désigne dans l'Antiquité un individu disposant d'un pouvoir absolu, après s'en être emparé de façon illégitime. Dans toute la Grèce du VIe siècle, de nombreuses cités traversent une crise sociale, opposant l'aristocratie aux classes moyennes et au reste du peuple. En dépit des tentatives de réforme, la crise sociale conduit au pouvoir des tyrans qui ont promis au peuple de corriger les excès de l'aristocratie. Trois factions s'opposent à Athènes, essentiellement autour de la question agraire. Les aristocrates traditionnels continuent de monopoliser la plupart des terres, cherchent à les étendre, on les appelle les pédiens. Les paysans moyens et les nouveaux riches cherchent à défendre le modèle solonien, qui ferait plus de place à la richesse qu'à la naissance, et qui protège la classe moyenne, on les appelle les paraliens. Enfin, les petits paysans, sans doute une grande partie des ouvriers et marins, forment une troisième faction qu'on appelle les Dacriens. Lycurge mène les Pédiens, Mégaclès les Paraliens, et Pisistrate les Dacriens. Tous trois sont issus de l'aristocratie traditionnelle. Fils d'aristocrate, Pisistrate prétend descendre des premiers rois d'Athènes. Faisant partie de la famille de Solon, il est allié par mariage aux Alcméonides, que nous retrouverons plus tard. Fin politicien et brillant stratège militaire, il a contribué à la prise de Salamine contre Mégare, ce qui fait de lui un homme populaire et un chef militaire déjà expérimenté. Cette factionnalisation de la société, qui repose sur des enjeux économiques et politiques réels, le partage des ressources agricoles et du pouvoir politique, est en réalité instrumentalisée par les familles aristocrates. Il faut donc faire attention et ne pas y voir une manifestation exclusive de la lutte des classes, mais avant tout une radicalisation de la compétition politique. Compétition qui tire prétexte de ces problèmes pour le bénéfice des meneurs de chaque faction issue de l'aristocratie. Pisistrate, soutenu par sa faction, mène une lutte acharnée contre Lycurge en s'alliant par intermittence avec Mégaclès. Chassé du pouvoir lorsqu'il rompt son alliance avec ce dernier, il finit par rassembler une vaste armée et des alliés qui l'aident à prendre le pouvoir en 538. Il se proclame tyran et exerce dorénavant un pouvoir absolu sur l'État athénien. Solon tente de le stopper, mais échoue. J'aurai plus de perspicacité que les uns et plus de courage que les autres. Plus de perspicacité que tous ceux qui ne comprennent pas que Pisistrate prétend la tyrannie, plus de courage que ceux qui, sans l'ignorer, se taisent. Pisistrate est, selon la plupart des historiens, un tyran éclairé, qui s'attache à maintenir les lois et institutions héritées de Solon. Dans un sens, il prolonge son œuvre, en menant une audacieuse politique économique et sociale qui brise le monopole agricole des aristocrates. Il instaure un impôt sur le revenu de 5%, il investit largement dans le secteur minier et dans l'artisanat, ce qui permet à Athènes de se doter de réserves d'or et d'argent, de diminuer la part des revenus agricoles dans le PIB. Cela permet à la ville de frapper sa propre monnaie et d'avoir une politique monétaire
favorisant les finances publiques ainsi que le commerce. Il crée un système de financement accessible aux petits et moyens propriétaires leur permettant de mettre en valeur les terres agricoles. Il exerce une politique de contrôle des prix sur le grain ainsi que des distributions monétaires aux plus pauvres. En matière de justice, il abolit définitivement les lois de Dracon et poursuit le travail de Solon, visant à créer une échelle des peines plus proportionnée. Et il pousse les juges de l'Héliée à se déplacer pour exercer la justice dans toute l'Attique, privant ainsi la noblesse de son pouvoir d'arbitrage dans les campagnes. En matière culturelle, il ouvre la première bibliothèque publique à Athènes, lance une politique de grands travaux d'infrastructure, ainsi que des bâtiments et monuments publics sur l'acropole. Il encourage largement le mécénat et rassemble à Athènes de nombreux penseurs, artistes et scientifiques. Dans le cadre de sa politique extérieure, Pisistrate prend le contrôle d'une grande partie des Cyclades et fonde de nombreuses colonies athéniennes en Hellespont. Cette politique met en place les bases d'un futur empire athénien en mer Égée. Économiquement, cette politique permet à Athènes d'importer du blé depuis ses colonies, ce qui favorise sa croissance démographique. Toutefois, ce bilan doit être nuancé. Il ne procède pas à des redistributions de terres, ce qui permet à l'aristocratie de conserver son assise économique. Il instaure une tyrannie héréditaire qui n'est pas durable car ses descendants n'ont ni son prestige ni ses qualités. La tyrannie sape la légitimité et le fonctionnement des institutions démocratiques, puisqu'en fin de compte, c'est bien le tyran qui a toujours le dernier mot dans toutes les affaires. Il ne change pas fondamentalement les structures sociales et économiques qui ont provoqué la factionnalisation de la société. Dès sa mort, les classes marchandes riches s'opposent à ses descendants et les aristocrates reprennent de l'importance. L'impérialisme athénien déclenche en réaction la méfiance des autres cités-États, dont Sparte et Thèbes, qui vont intervenir dans la vie politique athénienne régulièrement. Les colonies athéniennes font directement face à l'Empire perse en pleine expansion, ce qui signifie que la confrontation est inévitable. Les distributions monétaires servent avant tout de politique clientéliste vis-à-vis de ses proches et des parties du peuple qui le soutiennent. Ces distributions deviennent une pratique courante de la vie politique athénienne qui est minée par ce clientélisme. Seul un petit nombre d'individus, de plus en plus riches, a les moyens de poursuivre l'acquisition des réseaux d'influence qui permet d'exercer et de se maintenir au pouvoir. Cela se fait au détriment des institutions de l'aristocratie qui prévoyaient un partage du pouvoir par toute la classe aristocratique, mais aussi des institutions démocratiques vulnérables au populisme et à la corruption. Ce bilan est contrasté. Étonnamment, cependant, Pisistrate a globalement respecté les institutions, leur a donné une vraie légitimité dans la durée de son règne. Sur le plan de la politique étrangère, son ambition pose la base de la future puissance athénienne au siècle suivant. Ces facteurs sont les piliers de la création d'une faction démocratique et d'une évolution radicale de la société athénienne. À sa mort, Pisistrate transmet le pouvoir à ses fils, Hippias et Hipparque, qui ne le conservent pas longtemps. Hipparque est assassiné dans une querelle amoureuse et Hippias est exilé par un coup d'état aristocratique quelques années après. Après une période de paix relative, Athènes sombre à nouveau dans une crise politique grave, où les aristocrates cherchent de nouveau à rétablir leur règne. Mais ils s'opposent cette fois à un véritable parti démocrate qui n'a pas dit son dernier mot.